nationales et les télévisions locales vous présentent le Club des Territoires. Avec nous pour ce Club des Territoires, Florence Portelli, bonjour. Merci d'être là, maire Les Républicains de Taverny, c'est dans le Val d'Oise, vice-président de l'Association des maires de France. Christophe Rouillon, bonjour. Merci également d'être avec nous, maire socialiste de Coulennes dans la Sarthe et également vice-président de l'Association des maires de France. Et Denis Thuriot, bonjour. Merci d'être là, maire Renaissance de Nevers dans la Nièvre et président de l'Assemblée des territoires du parti présidentiel. Merci à tous les trois d'être là alors que s'ouvre le congrès des maires. Vous nous direz dans quel état d'esprit vous êtes à mi-mandat et puis on parlera plus précisément de l'après-émeute, où en est la reconstruction alors que des mairies et des écoles ont été dégradées avec des maires parfois lâchés par leurs assureurs. On verra notre reportage. Et puis Audrey, vous nous rappelez les réponses du gouvernement à ces émeutes. Avec notamment une proposition de l'exécutif de donner des pouvoirs de police nationale à la police municipale. On parle de tout ça tout de suite dans ce club. On commence par notre reportage. Après les émeutes, l'heure est au compte pour les mairies touchées, mais les assureurs ne sont pas toujours au rendez-vous. Jonathan Dupriez est allé rencontrer deux élus au Petit-Quevilly, dans la banlieue de Rouen, et à Arcueil, en région parisienne. Petit-Quevilly, dans l'agglomération de Rouen. Lors des émeutes, l'école maternelle de ce quartier prioritaire a été attaquée et incendiée. Un choc toujours persistant pour les élus de la commune. S'attaquer à l'école, c'est quand même la République, c'est le lieu du savoir, de l'émancipation par la culture, par la connaissance. Oui, c'est très choquant. Au total, 136 000 € de dégâts. Un sinistre que la commune déclare immédiatement à son assureur. Nous avions une franchise de 100 000 € dans le contrat, ce qu'on n'a jamais contesté. Elle nous a donc va nous verser les 36 000 € de dédommagement. Sauf que dans le même temps, la compagnie d'assurance Helvetia France adresse un courrier à la mairie. Sur cette lettre, l'assureur décide de révoquer unilatéralement son engagement. Nous avons le regret de vous informer par la présente lettre recommandée de la résiliation du contrat ci-dessus. Ce qui nous a vraiment mis en colère, c'est cette rupture de contrat qui, pour nous, était un peu abusif, parce que c'est un contrat qui avait été prévu sur 3 ans et qui était reconductible tous les ans par tacite reconduction entre les deux parties. La mairie décide d'aller au bras de fer pour que l'assureur la couvre de nouveau. Elle médiatise l'affaire, adresse un courrier à la Première ministre et même au président du Sénat. Mais rien n'y fait. À ce stade, la commune n'est plus assurée au 1er janvier prochain. Comme à Petit-Quevilly, des centaines de communes seraient concernées par un désengagement de leur assureur après les violences urbaines. Selon cette journaliste spécialiste de l'assurance, les émeutes, chiffrées à 730 millions € de dégâts, ont été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Avec la multiplication des risques climatiques notamment, assurer une collectivité n'est presque plus rentable. C'est la branche des assurances sur lesquelles les assureurs ne gagnent pas d'argent du tout, voire en perdent. Donc la plupart des assureurs se sont retirés de ce marché, qui n'est pas intéressant pour eux, qui met même en jeu leur survie. Et si les assureurs ne se désengagent pas, ils comptent faire exploser leurs tarifs. C'est ce qui est arrivé à la mairie d'Arcueil en banlieue parisienne. Au retour de l'été, le maire tombe de sa chaise à la lecture d'un avenant. En cas de sinistre lié aux émeutes, la franchise de la commune passera de 1 500 à 2 millions €. Toutes les grosses communes de France, à peu près 150 semble-t-il, ont reçu exactement cette même lettre. Et donc c'est un espèce de retrait, en tout cas en se mettant dans des conditions qui sont des conditions, je dirais, inacceptables, même si on est amené à les accepter. De peur d'être sans assurance, Arcueil a fini par se plier aux conditions de la compagnie. Mais avec cette explosion des coûts, la mairie devra sans doute faire des arbitrages budgétaires au risque de diminuer la qualité du service public. Il y a une école qui est brûlée dans une émeute. Il y a 6 millions pour reconstruire l'école. L'assurance nous couvre 2 millions. Il faut trouver 4 millions dans le budget de la ville pour reconstruire cette école. 4 millions. Pour une ville comme Arcueil, c'est à peu près le budget d'investissement annuel. Signe de la tension qui règne entre élus et assurances, les compagnies que nous avons contactées n'ont pas souhaité s'exprimer avant le congrès des maires. Parallèlement, une médiation entre l'Association des maires de France et les assureurs a été lancée par l'État et devrait rendre ses conclusions au mois d'avril prochain.
Alors on va dans ce reportage de Jonathan Dupriez, soit des maires qui sont lâchés par leurs assureurs, soit des tarifs d'assurance qui sont exorbitants. Est-ce que vous connaissez les mêmes problèmes, vous, Florence Portelli, avec les assurances ? Alors, en Grande Couronne, nous passons par le centre interdépartemental de gestion. Donc, c'est quand même 195 communes d'Île-de-France qui sont concernées. Parce pour des questions évidentes d'efficacité et de mutualisation, on a préféré passer par un groupement de commandes. Le CIG, c'est une instance normalement qui n'a aucune difficulté à trouver des assureurs. Ils ont passé à un marché donc, pour une commande groupée et ça a été infructueux. 0 retour, pas d'assurance. Donc là, ils ont dû ressouscrire, enfin redéposer leur demande et nous attendons la réponse incessamment sous peu, en espérant que cette fois-ci, il y a eu des réponses. Parce qu'on entend dans le reportage, aujourd'hui, c'est plus rentable pour les assurances d'assurer les collectivités territoriales. On va vers des difficultés à venir ? Écoutez, moi je pense que c'est rentable et qu'il y a un moment, il faut aussi que l'État tape du poing sur la table parce que c'est scandaleux de se comporter comme ça. Et d'ailleurs, il n'y a pas que ça comme difficulté. Quand vous avez même parfois des petites dégradations, mais quand même des dégradations qui coûtent, on est beaucoup de mairies à se dire finalement, à cause de la franchise, mieux vaut ne pas déclarer. Mais c'est vrai que les assurances n'ont pas un comportement honnête dans l'histoire. Je veux dire, le civisme, ça ne concerne pas que les entités publiques. Ça peut aussi concerner les entreprises privées. Denis Thuriot, il faut que l'État tape du poing sur la table. Comme oui, bien sûr. Je pense que le système des assurances est largement rentable et que d'abord on est souvent, comme ma collègue l'a dit, notre propre assureur, parce que soit il y a une franchise élevée, soit parce qu'on assure une enveloppe et qu'on sait que le surplus ça coûtera trop cher, donc on préfère l'assurer nous-mêmes. Je prends l'exemple d'un agent, parce que j'ai eu dans ma commune, qui dégrade avec un véhicule, un équipement de la commune, on n'a pas d'assurance de toute façon. Donc il y a des tas de fois où on intervient. Mais aujourd'hui, c'est ce que reçoivent certaines communes, c'est pas mon cas, les résiliations, à cause d'événements liés à des tiers, c'est insupportable. Ça sert à ça, l'assurance. Donc c'est injuste et nous travaillons au niveau de l'Assemblée des territoires avec le gouvernement, avec Dominique Faure, avec Violette Spilbou, un projet de loi sur les violences faites aux élus et plus largement sur le statut de l'élu. De façon transpartisane d'ailleurs, et aussi, moi je le propose, un droit à l'assurance, et notamment en prévision des prochaines élections, et notamment municipales, on risque d'avoir un certain nombre de candidats, et donc aussi prévoir le droit à l'assurance des candidats, sinon ça va être compliqué, qu'ils puissent assurer leurs locaux de campagne, par exemple. Sous quelle forme un droit à l'assurance pour être Écoutez, il y a des droits à l'assurance minimum. Quand on circule en voiture, on est obligé d'être assuré. Et ben, quand on se présente en campagne, il faut la verser, il faut qu'on ait un droit à être assuré. De plus en plus de maires ou de candidats sont victimes sur leurs biens personnels, sur leur maison. Ça a été mon cas. Je suis avocat, mon cabinet d'avocat fait être détruit par les gilets jaunes. Donc voilà, il faut aussi prévoir l'outil de travail de candidats qui viennent du monde privé, qui sont exposés. Il faudrait aussi un droit à un compte en banque, pour un compte de campagne. Bah pareil. Voilà, il n'y a pas que ça. Oui, bien sûr. Par chance, nous n'avons pas de problème avec notre assureur. La ville a été victime d'une attaque et d'un incendie de l'hôtel de ville, mais nous sommes bien assurés. C'est les mutuelles du Mans, je ne fais pas de publicité, nous sommes dans du Mans. Et en tout cas, nous allons sur 200 000 euros de travaux. Il y a 140 000 euros qui sont pris en charge par l'assurance et également 60 000 euros par l'État. Mais ça n'empêche pas que je connais beaucoup de maires qui sont dans une situation très difficile. Et donc là, effectivement, il faut faire avancer les choses pour que les communes ne soient pas pénalisées et assument des risques très importants. Parce qu'on a parfois des sinistres qui ont conduit les maires à augmenter de 50% les impôts parce qu'il y avait eu un incendie ou une dégradation volontaire sur un bâtiment public. Vos 3 communes ont été touchées durant les émeutes à divers degrés. On va en parler. On en est où 5 mois après de la reconstruction de Thuriot ? Écoutez, on n'a pas été les plus touchés, mais on a quand même été touchés. Et surtout les particuliers qu'on accompagne, par exemple sur les véhicules, on a une trentaine de véhicules brûlés. Donc certains ont connu des difficultés, pour d'autres c'est allé... Et c'est ça qu'on voit souvent, c'est la façon de traitement des assurances qui est diverse et variée. Donc nous, on est accompagnants pour le privé, parce que c'est normal de les aider. Et puis pour nos biens, pour l'instant, les choses suivent son cours. Et je dois dire que pour Nevers, on n'a pas de difficultés majeures et notre assureur semble assumer. Florence Portelli, vous aussi, il y a eu des dégâts dans votre commune. Alors, là où il y en a eu le plus, on va y venir, c'est chez vous, Christophe Rouillon. Vous, il y a eu des dégâts peu moindres, vous en êtes tous. Alors, honnêtement, pas tant que ça. Mais pas tant que ça, grâce à l'héroïsme de la police municipale de ma ville. Et je tiens vraiment à saluer les héros que sont les policiers municipaux. On n'en parle pas assez. Souvent, ils sont traités comme des sous-policiers. Ça fait très longtemps que j'appelle l'État à changer de regard. Je l'avais fait aussi, d'ailleurs, au moment de la réforme des retraites, où un coup, il est très aisé de les considérer comme des fonctionnaires territoriaux. Et d'autres fois, de considérer justement que ce sont des policiers qui remplacent en fait la police nationale. Parce que je peux vous dire que dans le Val d'Oise, on n'a pas assez de policiers. On n'a pas assez de policiers. Donc ils ont tenu en fait la caserne des pompiers, sinon elle brûlait, et peut-être avec les pompiers dedans.
J'ai des voyous qui ont attaqué la caserne des pompiers. On en est là dans ce pays, les pompiers. Donc, on a passé une nuit blanche, j'allais dire, à river sur les informations que nous donnait la police municipale et les pompiers à 3h du matin. Et voilà, là où on en est, je vous dirais qu'on en est dans une société qui a perdu ses repères et peut-être aussi que la réponse doit être un peu moins court-termiste. On va revenir sur la question des polices municipales, ça fait partie des réponses du gouvernement. C'est vous qui avez connu, parmi les 3 maires ici présents, Christophe Rouillon, le plus de dégâts, c'est la mairie qui a été attaquée à Coulennes. 5 mois après, vous en êtes où ? On a lancé des procédures de choix des entreprises et il va falloir encore 3 mois pour réparer les dégâts de l'accueil. C'était un choc pour les habitants, pour la ville, parce que c'est quand même un symbole de s'attaquer à un hôtel de ville. Par chance, nous n'avons pas eu beaucoup d'autres dégâts, mais c'est l'hôtel de ville et ça a été vraiment, c'est vrai, un symbole un petit peu du comportement totalement inadmissible d'une poignée de voyous qui ont décidé de s'attaquer à la République. Que vous expliquez comment passer. C'est vrai qu'elles ont eu un visage particulier, ces émeutes, à la fois par les villes attaquées, qui ne sont pas uniquement des grandes villes, des villes de banlieue, mais beaucoup de villes moyennes, voire de petites villes, et en même temps, beaucoup d'écoles et de mairies qui ont été attaquées. Vous l'expliquez comment ? Je pense qu'il y a parfois un bras de fer par rapport à certaines organisations criminelles qui ne supportent pas le travail de la police. Moi, j'ai pas de police municipale dans la ville, mais on a une police d'État qui fait bien son travail. En dehors de ça, on a une ville plutôt calme. C'est une ville avec 50% de logements sociaux, beaucoup d'actions. D'ailleurs, le calme est revenu par la suite, même si maintenant on sent à nouveau des tensions réapparaître. Donc je pense qu'il faut à la fois une main tendue, avec des actions sociales, éducatives, etc. Mais il faut aussi une fermeté, parce que les citoyens ne peuvent pas accepter d'être menacés, d'avoir des tirs de mortier, d'avoir des gens qui font des rodéos sauvages. Voilà, donc je pense qu'il faut tenir les deux choses, à la fois de la fermeté, et puis aussi avoir des politiques de prévention, parce que la répression ne réglera pas tous les problèmes. Notamment vis-à-vis du trafic de drogue. Exactement. Elle est suffisamment là, cette fermeté, Denis Thuriot ? Ça, c'est la réponse pénale. Et en tant qu'avocat, je suis bien placé pour savoir que, justement, il y a la séparation des pouvoirs et que, quoi qu'on en dise, l'État ne peut pas donner d'injonction au juge du siège pour dire il faut telle sanction, telle sanction. Après, il peut y avoir des orientations du garde des Sceaux vis-à-vis du parquet. Ça, c'est un autre sujet. Même moi, l'avocat... C'est uniquement la réponse pénale ou c'est aussi un signal d'autorité qui doit être envoyé par l'État ? Je pense qu'il y a un signal d'autorité, mais je pense qu'il est dit, il est fait. Et quand on envisage ce qui va être fait sur le plan anti-émeute, on voit bien qu'il y a une volonté de reprendre en main. Après, c'est suffisant, ça ne l'est pas. C'est un sujet délicat. Mettre l'armée dans les quartiers, ça peut être tentant. Il y a la façon de le faire. Et c'est ce qui peut être prévu par les forces d'action qui sont envisagées. On voit surtout qu'il y a une démission parentale d'éducation. Je ne veux pas jouer les moralistes ici, mais il y a un problème de respect global des professions, des élus, des biens publics, et donc il y a un problème comment faire pour évoluer cette appréhension de la chose publique qui n'existe plus. Aujourd'hui, on voit bien qu'il n'y a plus de frein chez certains, puis il y a l'effet de masse qui n'est pas nouveau, mais qui se démultiplie par les réseaux. Je vois à Nevers, et je salue aussi ce qu'a fait les polices, parce que finalement, il y a une coordination gendarmerie-police, moi j'ai une police intercommunale, on a évité que d'autres villes qui étaient appelées par les réseaux viennent, et sinon ça aurait pris une autre dimension, bien évidemment. Donc il faut une réponse pénale, et même l'avocat que je suis trouve que parfois, la réponse pénale est insuffisante. Vous voyez, alors que je vous parle cet après-midi, il y a quelqu'un qui m'injurie sur les réseaux sociaux, qui comparaît enfant correctionnel, va falloir qu'il assume. Mais c'est pas moi, ni le gouvernement, qui va dire au juge qu'il faut mettre. Sur les dégradations, quand ce sont des dégradations légères, moi je prône de plus en plus que ce soit proposer des TIG, travail d'intérêt général. Ça m'intéresserait que quelqu'un qui dégrade un bien public vienne le nettoyer et vienne en nettoyer d'autres, par exemple. Mais il faut l'accord de la personne, c'est comme ça, c'est le droit. Il faut que ça soit proposé par le parquet. Florence Portel. Oui, alors, ce que dit notre collègue est tout à fait vrai. Heureusement, le magistrat du siège est totalement indépendant. C'est l'article 66 de la Constitution, c'est un principe fondamental. Mais vous remarquerez régulièrement que des décisions qui peuvent sembler choquantes, même si on n'a pas commenté les décisions de justice, suscitent souvent l'appel du parquet, qui, lui, répond finalement à une commande politique. Et heureusement, parfois, qu'il y a l'appel du parquet, parce que là, je tire la sonnette d'alarme. Une justice trop coupée de ses concitoyens, ça devient dangereux dans un état de droit. C'est le cas aujourd'hui ? Et c'est le cas aujourd'hui. Trop coupé aussi de sa police qui ne comprend pas certaines décisions et qui se sent abandonnées. Donc nous arrivons aujourd'hui à une fracture qui est extrêmement dangereuse. Sur les tiges, je suis entièrement d'accord. Vous savez, pendant des années, je crois que j'ai été un des rares maires à supplier qu'on m'envoie des tiges. Il faut savoir quand même que le délai moyen d'une exécution d'un travail d'intérêt général, entre le prononcé de la peine et l'exécution, c'est 400 jours. C'est scandaleux. Alors qu'il y a quelques maires au moins qui sont volontaires pour ça. Après, je vous dirais de manière plus globale, outre le problème de la fermeté, c'est vraiment un problème beaucoup plus enraciné, qui est un problème d'appauvrissement intellectuel, un problème de bêtise,
un manque d'éducation, un manque de responsabilité, un besoin profond de réformer, pour moi, l'école, qui est la base de la République. Si l'école est attaquée, la République est attaquée, et je pense que le paquet doit être mis là-dedans, et qu'on a trop perdu de temps depuis des décennies, et que c'est là-dessus qu'il devrait y avoir une parole forte, sur l'éducation, sur l'instruction. Et tant que vous ne ferez pas ça, vous aurez des gamins qui, en plus, ont un manque cruel d'empathie. Il y a une indifférence à la souffrance de l'autre, une indifférence à la situation de l'autre, un égotisme absolument incroyable. Et ça puise ses racines, justement, dans la petite enfance et dans l'enfance. Et c'est là-dessus qu'il faut mettre le paquet. Christophe Rouillon, partagez ce constat. Je pense qu'il faut des moyens supplémentaires pour l'éducation, parce qu'il faut traiter bien entendu les cas qui sont les plus difficiles, ceux qui ont basculé dans la délinquance, qui n'ont, comme l'a dit Florence à l'instant, plus de limites. Ils n'ont plus de surmoi, c'est-à-dire qu'ils sont dans un système de réaction, aussi d'argent facile. Mais par contre, la grande masse des jeunes sont encore porteurs d'espoir. Et dans ma ville, 99% des enfants n'ont pas participé aux émeutes. Donc nous avons en particulier besoin de moyens de l'État. Moi, je demande depuis des années que les écoles de ma ville soient classées en REP+. Nous demandons une cité éducative, nous ne l'obtenons pas. Et puis aussi, c'est ce que j'avais dit lorsqu'on a été reçu à l'Élysée, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de jeunes qui doivent être sortis des quartiers d'une façon ou d'une autre. Moi, j'ai une dizaine de jeunes, ils n'ont plus rien à faire dans les quartiers parce que voilà, ils sont pris dans des groupes. Il faut à la fois les mettre peut-être en pension, dans des centres éducatifs fermés. Je ne pense pas que l'armée doit venir dans nos quartiers. Par contre, certains jeunes pourraient être envoyés à l'armée, ça leur ferait du bien. Et puis dans d'autres cas, c'est vrai qu'il faut une réponse pénale. Quand on voit un jeune qui met en danger ses concitoyens en conduisant une voiture haut de gamme, etc., qui roule à contresens à 17 ans sans permis, je suis désolé. Il faut qu'il y ait une réponse pénale forte, y compris par la détention. Est-ce qu'il faut aussi une responsabilisation des parents? Alors, oui, mais parfois, dans certains cas, vous savez, moi j'ai des parents qui sont complètement débordés, les pauvres. Ils n'y arrivent pas. C'est-à-dire qu'une femme seule avec 3 enfants, elle a 2 enfants qui se comportent bien, qui réussissent, et le 3e fait n'importe quoi, elle n'y arrive pas. Donc dans certains cas, on a des parents démissionnaires, et là moi je suis pour l'expulsion, y compris des logements locatifs, pour des sanctions, et dans d'autres cas, il faut aider les parents, y compris en sortant ces jeunes délinquants des quartiers. Oui, non, je suis entièrement d'accord avec ça. En fait, on a 2 catégories de parents. Vous avez le parent qui est largué ou dans des grandes difficultés sociales. On a de plus en plus de familles monoparentales, avec des femmes qui se retrouvent seules. Alors le père, il s'est barré. Hein. Il est complètement démissionnaire. Et c'est extrêmement difficile d'aller dire à une femme qui essaye de tenir à bout de bras son foyer, son môme, son boulot, qui est souvent un boulot précaire, un boulot mal payé, etc., et lui dire en plus on va vous expulser. Ce serait idiot. En revanche, il n'y a pas que ça. Et on en a, j'ai des procédures d'expulsion qui sont en cours avec le bailleur social, où ce sont c'est le bouzou, si vous voulez, de la récidive et de la réitération. Et ils s'en fichent d'ailleurs, parce qu'ils se disent de toute façon, quoi qu'il arrive, il ne se passera rien. Et la seule chose qui puisse leur faire peur, c'est quand même d'être viré du quartier et de perdre le logement. C'est la seule chose qui compte. Et moi, je vais vous dire, ce qui me choque beaucoup dans ce pays, c'est que sur l'éducation, il n'y a pas vraiment de débat de fond. Et 2, pour moi, l'autre nerf de la guerre, c'est le logement. Et il n'y a pas de politique du logement. D'ailleurs, quand Emmanuel Macron a été réélu, on a même eu une période sans ministre du logement. Et quand il a enterré le plan Borloo dans une cérémonie indigne à l'Élysée, vous remarquerez aussi que dans ce plan, le logement était aussi assez absent, et notamment le logement social. Il y a une vraie réflexion à avoir, notamment sur le parcours résidentiel, sur l'accès à la propriété, sur l'émancipation des individus et la responsabilisation. Le problème, c'est que ça n'intéresse personne, alors que c'est fondamental dans nos banlieues. Le logement est trop abandonné je crois que Florence Portelli me semble bien sévère, parce qu'on est dans l'héritage d'une situation qu'on n'a pas gérée depuis des décennies. Et il y a une accumulation peut-être de mauvaises décisions, de non-décisions qui ont été prises. Donc c'est toujours plus compliqué de rattraper. Écoutez, le ministre du Logement, il y avait toujours quelqu'un qui s'occupait du logement, et il y a un ministre du Logement. On n'a pas eu de ministre du Logement pendant plus d'1 an. C'est révélateur quand même. Le logement n'était pas oublié pour autant. Il y a les nominations de ministères, et puis il y a ce qui se fait réellement, vous le savez bien. Plan Borloo... Si on n'est pas dans la rue nationale, on n'a plus droit à rien aujourd'hui. Et ça, c'est pas forcément lié au gouvernement actuel. Donc il faut vraiment aussi aider les maires à pouvoir construire des logements, parce qu'on a une vraie crise. Dire, parce que je pense que c'est un sujet très transpartisan, et qu'aujourd'hui, il faut prendre le taureau par les cornes. Et nous, les élus locaux, on est là en accompagnement, on n'a pas tout à assumer. Mais il y a eu
eu des erreurs de fait dans la façon de loger les gens. Maintenant, c'est pas l'origine de tout, je suis désolé. Il y a un problème éducatif, et Dieu sait si je suis pas réactionnaire, je le dis laïquement. Il faut aujourd'hui que certains parents, parce que c'est parfois très transsocial, c'est pas que les gens en difficulté qui ont parfois des difficultés avec leurs enfants. On voit bien aussi que ça rejoint parfois les problèmes de deal, et qu'effectivement, faire le guetteur, on gagne bien mieux sa vie que de commencer à travailler. Donc il y a un vrai sujet aussi là-dessus, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais nous, on ne peut pas tout faire. Il faut que l'État, effectivement, quel qu'il soit d'ailleurs, fasse des propositions qui soient fortes vis-à-vis des parents. Il y a aussi les conscients de partie civile. On a retrouvé, d'ailleurs on parlait des émeutes tout à l'heure, des auteurs dans beaucoup de villes, grâce aux caméras de vidéo. Il faut faire payer les parents. Je suis désolé, mais quand les enfants sont mineurs, c'est la loi et c'est la règle. Et quand on touche au porte-monnaie, ça permet peut-être de mobiliser davantage. Je ne parle pas de ceux qui n'ont pas la capacité, parce que quelque part, quand on décide d'être parent, on doit avoir la capacité éducative. C'est peut-être facile de le dire, mais ça doit être quand même un accompagnement. Pour le reste, on a des problématiques de logement qui sont très différentes, avec des secteurs tendus, des secteurs détendus. On a moyen de faire du sur-mesure aujourd'hui. Il y en a qui sont très détendus sur les questions de logement. Non, mais je parlais en termes techniques, administratifs. Merci du jeu de mots. Non, mais moi j'ai bien compris que vous aviez compris, mais on peut faire de l'humour tous les deux. Maintenant, on peut être tendu et détendu, parce que moi j'ai des secteurs tendus, malgré que la DIAF soit un secteur détendu, mais je pense pas que ça intéresse globalement nos auditeurs d'échanger trop là-dessus. Non, je veux dire, il faut davantage mixer, mais ça c'est un vœu pieux. Il y a aussi, on n'en parle pas, le SNU, qui est intéressant, peut-être pour remettre aussi des jeunes dans un certain, dans un certain circuit. C'est pas assez, mais c'est mieux que rien. Ah, je suis d'accord. Et je trouve qu'il y a des jeunes, moi je suis allé souvent avec Sarah Lahiri voir des jeunes qui le faisaient, et c'est une mixité, parce que là pour le coup on a des jeunes qui viennent de tous horizons, tous quartiers, et à qui quelque part on réapprend, c'est un peu de l'insertion aussi quelque part, ou de l'apprentissage. Donc voilà, il y a sûrement plein d'autres choses à faire, mais encore une fois, ça sert à rien de tirer sur le gouvernement. Je pense que Gabriel Attal s'est fortement intéressé à l'éducation depuis le début. On dit on n'en parle pas. Si, je suis désolé, on parle d'éducation aujourd'hui beaucoup plus qu'avant. Après, on va parler des réponses du gouvernement. On a aussi un problème, c'est que l'État s'est démembré en transférant à des agences, à des choses comme ça, des gens qui sont totalement éloignés des territoires, agences de rénovation urbaine, ANCT, même s'il y a un travail qui est fait, l'Agence nationale de santé, etc. Et donc, par exemple, quand on interroge le ministre sur pourquoi est-ce qu'on n'a pas de crédit pour améliorer le logement, il dit « Ah, c'est l'ANRU ». Alors, si vous avez été classé il y a 10 ans dans le projet d'intérêt national, vous n'avez plus le droit à rien. Donc, il y a des projets qui sont prêts et qui sont bloqués parce que l'État n'a plus les leviers. Et c'est ça qui désespère les maires, c'est que vous n'avez plus d'interlocuteurs. Et aujourd'hui, quand les maires ont des revendications légitimes, on leur répond par SMS ou par Twitter. Quand on répond par Twitter. Par Twitter. J'ai une réponse sur la cité éducative négative sur Twitter, alors que nous avions mis 6 mois pour déposer un dossier. Et c'est ça aussi qui crée la désespérance des élus. Florence Portelli. Bon, alors moi, j'avoue, je ne suis pas du tout désespérée. J'ai une niaque incroyable et j'ai un espoir immense pour ce beau pays. Mais je pense simplement que chacun ne prend pas assez ses responsabilités, que parfois les problèmes sont en réalité, contrairement à ce qu'on dit aux gens matin, midi et soir, c'est pas compliqué. Mais qu'il y a, je suis désolée, pour moi, 2 piliers, l'éducation et le logement. Ouais. Je pense que le jour où on résout ces problèmes-là, on résout 60% des problèmes. Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas une politique du logement dans ce pays, et d'ailleurs ça se voit sur pas mal d'aspects, et même parfois des injonctions kafkaïennes, quand on demande d'un côté aux maires de construire plus, et de l'autre côté qu'il y a des autorités environnementales de l'État qui vous expliquent dans le même courrier qu'il ne faut pas construire. Donc c'est pas vrai. Ça ne marche pas, et d'ailleurs je suis désolée, vous parlez de la délinquance, dans les problèmes de délinquance juvénile, la mixité à l'école. Comment voudriez-vous qu'on arrive à faire la mixité à l'école quand vous n'avez pas la mixité dans le quartier, dans le logement? Donc en réalité, c'est intrinsèquement lié. Donc là-dessus, il faut vraiment qu'il y ait... D'ailleurs, moi, je suis prête à participer à tous les travaux. C'est pas encore la grande blague des grandes concertations post-Gilets jaunes, mais avec des actions. J'ai aucun sectarisme, mais je pense qu'en effet, ce ne sont pas les priorités. On va parler des réponses du gouvernement Borne, puisque la Première ministre et une partie de son gouvernement, le 26 octobre à la Sorbonne, ont répondu à ces émeutes, en tout cas, ont dévoilé leurs mesures post-émeutes avec des mesures en direction des maires. Oui, avec les assurances, on va en reparler. Pour les égrenés, l'exécutif avait réuni à la Sorbonne les 500 maires les plus touchés par les émeutes. Parmi ces mesures, on en a parlé, une enveloppe de 100 millions d'euros pour compléter les assurances, justement, et aider à la reconstruction des quartiers, ce qui devrait servir à la réparation des salles, de mobilier urbain, le rachat de bus. L'exécutif qui annonce aussi des expérimentations d'actions, de forces d'action républicaines.
Ces équipes pilotées par le maire, le préfet et le procureur de la République, vous en avez parlé, auront pour mission de rétablir la paix publique, de traiter la délinquance à la racine et d'éduquer à la citoyenneté. Et puis dernier point, le gouvernement souhaite permettre aux polices municipales de réaliser certains actes de police judiciaire. La mesure était déjà présente dans le projet de loi sécurité globale, mais elle avait été retoquée par le Conseil constitutionnel. Alors le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, propose une autre solution. Qui consisterait à discuter avec les maires de France, l'association des maires de France, pour voir ceux qui veulent rentrer de manière volontaire dans un dispositif où on pourrait agrandir très fortement les pouvoirs de police de la police municipale. Alors on va peut-être voir ce que vous en pensez, mais certains maires sont dubitatifs parce qu'ils estiment que c'est une américanisation de la police. Les communes les plus aisées auront une meilleure police municipale que les communes les plus pauvres, selon eux. C'est une bonne réponse, Christophe Frouillon ? Écoutez, moi je pense qu'il faut un retour à la police de proximité. Moi je crois plutôt à la réforme de la police qui est en cours actuellement. Là, il y a une réflexion pour que les policiers soient sur les enquêtes, soit sur le terrain. Et on va avoir un renforcement des patrouilles. Mais attention, parce que tous les maires n'ont pas la possibilité de se payer une police municipale. Pourquoi vous n'en avez pas, vous ? Mais parce que j'ai pas les moyens financiers, c'est tout. Attendez, je discutais à l'instant avec Florence. C'est pas un choix politique, c'est un choix financier. On a 150 000 euros d'excédent d'épargne nette. 50% des villes françaises sont au bord de la banqueroute aujourd'hui. L'épargne nette a fondu comme neige au soleil en raison de l'augmentation des salaires décidés par l'État et des dépenses d'énergie. On n'a pas les moyens de se payer ces polices-là. Donc on compte sur l'État. D'ailleurs, on a un bon dialogue avec la police, avec le préfet. Il faut que ce soit l'État qui intervienne dans les quartiers parce que voilà, c'est eux qui sont capables de démanteler les trafics de drogue et de pouvoir agir concrètement sur le terrain. Et puis il faut qu'on ait les moyens aussi. Et là, je terminerai par ça, mais il y a beaucoup d'urgence, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de plans, ceci, cela. Après, c'est beaucoup de bureaucratie, faisons confiance aux maires, donnons-leur les moyens d'agir, donnons-leur et faisons un bilan à la suite. Là, on met la charrue avant les bœufs. On leur demande de déposer des projets qui nécessitent beaucoup de papier, beaucoup de bureaucratie, des fonctionnaires de l'État qui sont mobilisés. Alors si on leur donnait des sommes pour pouvoir agir concrètement sur le terrain, pour l'éducation, pour le sport, pour la culture, pour la prévention, on aurait plus de moyens qu'avec ces moyens, avec ces politiques de projets qui font perdre beaucoup de temps. Florence Portelli, est-ce que vous pourriez rentrer dans le dispositif volontaire pour donner plus de pouvoir aux polices municipales, comme le dit Gérald Darmanin ? Alors ça, c'est encore des effets de com de Gérald Darmanin, qui d'ailleurs est le champion de la mauvaise com. Enfin, pardon, c'est comme quand il avait expliqué, quand pour les logements sociaux, on expulse, le préfet expulse. Le préfet n'expulse pas, c'est le juge, heureusement. D'ailleurs, je pense au contrôle d'un avocat, mais dans un état de droit. Pourtant, Dieu sait que je prône ça, qu'on puisse expulser, mais dans le respect du droit. Donc faire des grands effets d'annonce parce que les gens n'y connaîtraient rien, c'est pas très respectueux. Évidemment. Vous ne rentrez pas dans le dispositif. Mais non, mais c'est pas que je suis de facto dans le dispositif. Le Code général des collectivités territoriales dispose que le maire assure la tranquillité, la salubrité et la sécurité publique. Ça fait des années qu'on demande plus de moyens pour nos polices municipales. Et je me rappelle de certains débats avec même des députés Renaissance, quand je leur disais, au moment de la réforme des retraites, est-ce qu'on ne peut pas en profiter aussi pour aligner les policiers municipaux avec les policiers nationaux ? J'avais droit à des réponses méprisantes. Ça fait des années qu'on le demande. Mais en dehors de cela, donc déjà, donner au maire, le rendre vraiment, j'allais dire, magistrat, premier magistrat de la ville. C'est un titre en réalité vide. Et c'est aussi là-dessus que nous devons réfléchir. Après, oui, je suis pour plus de moyens pour nos polices municipales, notamment d'ailleurs en matière de contrôle. Pas que d'ailleurs quand ils doivent se défendre. Il faut savoir que quand ils tirent au LBD, quand mes policiers municipaux ont dû défendre la caserne des pompiers, tir de LBD de police municipale, ça fait ça. La balle ne va pas aussi loin qu'un policier national. C'est des trucs complètement dingues comme ça. Bon, donc si des gens pouvaient remettre un petit peu d'équité, parce qu'on va nous dire, oui, mais c'est pas la police nationale. Oui, mais maintenant, on lui demande les missions de la police nationale. Donc il faut aussi qu'on clarifie ça. Et puis enfin, on n'a pas assez de policiers nationaux, honnêtement. Alors là-dessus, c'est une responsabilité partagée. Il y a une responsabilité de la droite déjà. Sur ce sujet-là. Qui a baissé les effectifs sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Je ne vais pas vous dire le contraire. Et là-dessus, il y a une espèce de continuité. Alors, vous me direz, c'est un bon en même temps de la casse politique. Mais je pense que là-dessus, on a tort. Et que le service public, notamment en matière de sécurité, en matière de santé, ça nécessite plus de moyens. Même quand on a une dette importante. Il faut savoir où on place justement l'argent public. Denis Thuriot, réponse à Florence Portelli qui parle d'un effet de com de Gérald Darmanin. Et est-ce qu'avec cette mesure qui... Mais quelle mesure ?
Non, mais c'est la volonté de vouloir donner plus de pouvoir à la police municipale. Est-ce qu'il y a un risque, comme le disent certains maires, d'américanisation? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Florence Portelli devrait être satisfaite, puisque Gérald Darmanin lui propose qu'elle attend depuis longtemps et qu'on ait véritablement une reconnaissance de plus de moyens, plus de pouvoir. Mais c'est quoi la base? Je vais vous répondre. À la base, nous sommes officiers de police judiciaire, nous les maires et les adjoints. Bon, donc ça veut dire aussi qu'on est, vous l'avez rappelé, responsable de la sécurité et de la tranquillité sur notre territoire, mais pas tout seul. C'est un pouvoir régalien de l'État, mais une fois qu'on a dit ça, comme la santé, nos concitoyens aujourd'hui, leurs deux attentes principales, c'est plus l'emploi, puisque il y a plutôt une baisse forte, et tant mieux, c'est la santé et la sécurité dans les territoires. Donc on doit effectivement contribuer à cela. Et moi, je me vois plutôt dans l'accompagnement des services de l'État, et je le dis à mon collègue, nous avons créé une police intercommunale, ce qui permet à des petites communes qui n'avaient pas de police, en mutualisant, d'avoir de faibles coûts et de bénéficier d'une police. C'est une suggestion que je lui fais. Il y a peu de polices intercommunales en France. Moi, j'ai 7 communes, bientôt 8 ou 9. Très bien. Et effectivement, ça permet de recruter, ça permet d'avoir plus de plages horaires, y compris la nuit. Municipal, c'est un policier d'État qui est supprimé. C'est-à-dire qu'il y a un système de vases communicants. Non, c'est pas vrai. Alors, c'est pas vrai. Ça, c'est la réalité. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout, puisque c'est automatique. Et d'ailleurs, on a eu des effectifs de police supplémentaires parce que, justement, on n'a pas fait de police municipale. Je n'ai eu aucun départ de policiers nationaux parce que je suis monté en puissance en police municipale. Par contre, j'ai pas assez de policiers nationaux. J'ai déjà dit à Gérald Darmanin. Oui, mais il en manque plus, peut-être. Mais on l'a vu sur les émeutes. On a coordonné notre police interco, la gendarmerie, qui était intervenue à titre exceptionnel dans Nevers, parce que c'est pas une compétence gendarmerie, et la police nationale. Et c'est comme ça qu'on a pu protéger notre centre-ville et les commerces qui étaient visés avec le moins de dégâts possible. Alors, je dis pas que c'est magique, mais c'est une coordination. Et oui, notre rôle, il est de monter en puissance. J'ai armé la police, j'ai eu des moyens, j'ai un CSU, l'État finance le raccordement au commissariat pour qu'on puisse passer en vidéoprotection dynamique, c'est-à-dire suivre ce qui se passe en temps réel pour empêcher des infractions ou faire de la flagrance. C'est pas vrai, l'État donne des moyens. Nous, on a été aidés par la région. Et la décision de la région a été attaquée par l'État. Oui, la région n'a pas de compétences en matière de sécurité, donc ça c'est logique. Non, la région n'a pas du tout la compétence. C'est comme le contribuable local qui paye des taxes pour l'intercommunalité, donc on reste quand même dans le même. Oui, mais l'essentiel c'est d'être efficace. Je suis désolé. Enfin, moi je le vis pas comme ça. J'ai armé la police, j'ai mis de la vidéo, j'ai eu des moyens. Vous aussi. Donc ne dites pas que l'État n'en donne pas. C'est jamais suffisant, on le sait, mais l'État nous a bien aidés. Vous avez des aides de fonds interministériels à la prévention de la délinquance. L'État nous a bien aidés pour les caméras de vidéosurveillance. Mais excusez-moi, les fonctionnaires. Parce qu'il y a peut-être une approche des territoires qui est différente. Vous savez, quand vous dites que les gens sont mal logés pour revenir au logement, qui viennent à Nevers, moi j'ai plein de logements et ils vivront très bien et gagneront un pouvoir d'achat sans être augmentés. Elle attend la mesure. Vous aurez peut-être une réponse d'Elisabeth jeudi. Je vais vous la dire, mais ça sera au ministre de la donner. C'est d'augmenter les moyens. À partir du moment où on fait une compétence qui est accrue, il faut qu'on ait les moyens pour la faire. Et moi, je suis tout à fait d'accord, comme tous les maires de France, quand on transfère une compétence, il faut donner les moyens avec. On va continuer. On va aller loin avec. On écoutera Elisabeth Borne. On va continuer à parler de ces sujets puisque c'est dans la revue de presse régionale. Les maires à la une de l'actualité régionale ce matin. Oui, des maires qui veulent se faire entendre, on l'a vu, souligne le Dauphiné libéré et qui attendent l'exécutif au tournant à l'heure où les violences et incivilités augmentent contre les élus. Le congrès qui se tient à Paris cette semaine sera l'occasion d'expliquer pourquoi ça va mal, complète la dépêche du Midi, parce que même si c'est déjà pas mal, il n'y a pas que les violences dont souffrent les élus, il y a aussi le carcan administratif, les citoyens intolérants et les faibles indemnités. Conséquence, 1300 élus de proximité ont démissionné depuis 2020. Le journal qui s'intéresse aussi à la police municipale, justement, celle de Bruguière, à côté de Toulouse. Et voilà qui résonne avec notre débat. Dans cette commune, le maire a décidé de désarmer sa police après des alertes du médecin qui signalait une mauvaise attente dans le service, des tensions. Le fait de retirer les armes a permis d'apaiser les choses. Preuve que l'armement de la police n'est pas sans conséquences. C'est pas inintéressant et c'est à lire dans la dépêche. L'actualité, ce sont aussi les agriculteurs qui en ont ras-le-bol. Oui, ça fait la une de l'Alsace, de l'Ardennais et de l'Union. Les agriculteurs de l'Est notamment qui ont organisé des barrages filtrants pour dénoncer les lourdeurs administratives, là encore, auxquelles ils sont confrontés. C'est le plus beau métier, mais il est de plus en plus difficile à exercer, explique-t-il. Il demande une pause normative. Ça résonne avec le discours du président de la République. Dans le Nord, on cherche les coupables aux inondations. À qui la faute, interpelle La Voix du Nord. Le quotidien explore 3 pistes. La fatalité météorologique, les capacités d'absorption préventive insuffisantes et les défauts de curage des cours d'eau. Eh bien, les torts sont partagés. L'État planche
cherche à des solutions. Et puis le dérèglement climatique, ce sont les inondations, mais aussi la sécheresse. Et la montagne s'intéresse à nos forêts. Les arbres ne crient pas leur douleur, mais ils périssent sans bruit dans la Creuse. Et ce n'est qu'un exemple, les populations d'arbres dépérissent, notamment chez les feuillus. Le stress hydrique, c'est la cause. Et le phénomène s'accélère. Alors le gouvernement a bien prévu un plan de reboisement massif, 1 milliard d'arbres. Mais est-ce la bonne solution et surtout, sauront-ils s'adapter? Et quel impact sur la biodiversité? Mais bon, j'allais pas vous laisser partir comme ça sur des mauvaises nouvelles. Je termine par une note positive avec une fédération incroyable mise en valeur par Ouest France, la fédération des trucs qui marchent. Alors on a notamment le school bus qui assure le ramassage scolaire où tout le monde doit pédaler. C'est ce qu'on voit en une et c'est ce que vous pouvez voir parce que l'actualité, c'est aussi les choses qui marchent. Voilà, faire des smoothies en pédalant. Ferait partie de la fédération des trucs qui marchent du coup. Merci Florence Portelli. C'est les maires qui pédalent pour faire notre pays. Merci Christophe Fouillon, merci Denis Thuriot d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Audrey. On se retrouve demain et puis à 22h, vous avez rendez-vous avec Thomas Hugues pour Sens Public. Très bonne journée.